Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans une toute nouvelle saison du podcast Le Réseau de mon réseau. Pour mémoire, sa saison 1 a été produite et diffusée en 2023 et a réuni 6 invités qui se sont succédés au micro de Parole et compagnie, réalisant par ailleurs d'incroyables records d'audience, à mon échelle en tout cas, puisque plus de 500 auditeurs et auditrices ont découvert les 6 épisodes allant de rencontres inspirantes en rencontres inspirantes. Pour rappeler le concept de ce podcast, je vais faire simple. Mon ou ma première invitée fait partie de mon réseau à moi Vincent. Et les personnes suivantes, eh bien, je n'en ai aucune idée. Chacune choisissant qui sera le prochain ou la prochaine, piochant dans son propre réseau. À l'heure où je prononce ces mots, je n'ai donc aucune idée du casting de cette nouvelle salve d'épisodes. La seule chose que je sais, c'est que je suis très content de débuter avec la chouette personne assise en face de moi et qui me fait l'honneur de parrainer cette saison. Car comme l'an dernier, j'ai choisi de commencer cette série de rencontres avec une personne qui incarne selon moi parfaitement cette dynamique du réseau. Un réseau vivant, ouvert, loin d'un entre-soi dont on connaît largement les limites. C'est Simon Écuyer qui incarnera donc le Monsieur A de cette saison 2, et à la fin de l'épisode, que nous enregistrons dans les locaux de l'IRESA à Angers, dont il est le directeur, Simon nous présentera son Monsieur ou Madame B, c'est-à-dire une personne qu'il juge inspirante et qui incarne parfaitement à son sens la thématique qui sera le fil rouge de cette saison 2, à savoir la thématique de l'économie sociale et solidaire. Car oui, les différentes rencontres de ce nouveau cycle d'épisodes auront pour mission de dresser le portrait de l'ESS, ESS pour économie sociale et solidaire bien sûr, en répondant aux immanquables questions suivantes. L'ESS c'est quoi, c'est qui, c'est où, et surtout, l'ESS c'est pourquoi et c'est comment. Comment est-ce que ça marche? Comment est-ce que ça se développe? Comment est-ce que ça répond aux très nombreuses problématiques qui agitent nos sociétés? Pas de réponse toute faite, bien sûr, pas de réponse parfaite non plus, mais je suis curieux d'entendre celle de chacune de mes invités tout au long de cette saison pour mieux en comprendre les tenants et aboutissants et donner à entendre la voix de celles et ceux qui se battent au quotidien pour inventer, construire un modèle de société légèrement différent, assumant et affirmant des valeurs fortes et hautement fédératrices. L'enquête commence ici, à l'IRESA. Simon, bonjour et merci de te prêter au jeu de ce podcast. Si tu es prêt, on y va. Le réseau de mon réseau, saison 2, c'est parti. Bonjour Simon. Bonjour Vincent. Et merci de nous accueillir à l'IRESA. Merci d'être venu parmi nous à l'IRESA. Ravi et fier de lancer cette saison, cette deuxième saison du réseau de mon réseau. Tu en es le parrain. Le parrain et un des 500 auditeurs de la première saison que j'ai écouté avec grand intérêt. Est-ce que tu as un souvenir de cette première saison du coup? Qu'est-ce que tu gardes comme impression par exemple? Le concept, les personnalités qui ont été interviewées, qui faisaient déjà aussi partie de mon réseau, et puis la restitution aussi qui était un moment de partage ouvert au public et qui était aussi très intéressante. Donc en effet, nous avions, avec David Rousselot, qui était le Monsieur A de la saison 1, organisé une restitution collective, une séance d'écoute collective, et encore un peu plus que ça, dans les locaux de Tati, quartier Belle-Veille à Angers, qui avait réuni une trentaine, peut-être un peu plus de personnes qui étaient venues participer donc, à cette soirée, et donc tu avais accepté de venir y faire un petit tour. Tu n'avais pas pu rester toute la soirée, je me souviens, mais j'avais été très, très touché que tu viennes nous rencontrer et puis valoriser aussi les personnes qui avaient été interviewées. Qu'est-ce que tu peux dire de toi pour que l'on comprenne qui tu es aujourd'hui et puis peut-être des éléments de ton parcours pour comprendre ce qui t'a amené à être aujourd'hui directeur de l'IRESA à Angers? Merci. Donc, je suis Simon Écuyer. J'ai bientôt, dans quelques jours, 40 ans. Je suis angevin et j'aime bien dire, quand on me demande de me présenter, que je suis aussi et surtout Beaujois. J'ai passé mes 20 premières années de ma vie à Baugé. Et puis j'ai poursuivi mes études sur Angers. J'ai obtenu, après une licence d'éco à Angers, un master en gestion des entreprises de l'économie sociale et solidaire. C'est ça qui m'a donné envie d'y travailler, c'est ce master-là. Pour la petite histoire, c'était il y a 15 ans. Je venais de faire 3 ans d'économie, 3 ans de licence d'économie, et j'avais jamais entendu parler pendant ces 3 ans d'économie sociale et solidaire. Et donc, quand j'avais vu un master avec cet intitulé, j'avais tout de suite été interpellé et intéressé par cette dynamique. Et puis, à l'issue de ce master, j'ai commencé ma carrière professionnelle
en région parisienne, où j'ai été consultant auprès de structures associatives. J'ai fait ça pendant 5 ans. C'était vraiment un super apprentissage du métier de conseil. Énormément d'initiatives, énormément de projets accompagnés, de la formation, de l'animation. Et vraiment, voilà, un épanouissement professionnel très, très intéressant. Et puis, je suis revenu en Anjou en 2011. Et j'ai trouvé un travail à la CRES, à la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire. Je ne vais pas refaire tout mon parcours professionnel, juste dire que les différentes étapes que j'ai eues, que ce soit à la CRES pendant 2 ans, ensuite dans le réseau BGE pendant 10 ans, et puis désormais à l'IRESA, réseau de l'économie sociale et solidaire en Maine-et-Loire, ce parcours professionnel, il a été possible que par des rencontres de réseau. Je n'ai répondu à réellement aucune annonce, et par du réseau, j'ai eu l'occasion de découvrir qu'il y avait tel ou tel poste disponible, ou telle personne qui quittait ces missions et que sur lequel je pouvais candidater. Pour être même plus précis, ces postes-là, je les ai trouvés sur un petit déj, un autre sur un apéro, réseau, et voilà, tous les prétextes à la rencontre qui m'ont fait trouver ces missions-là. Sur les années à BGE, ça a été des années boutique de gestion pour entreprendre. Ça a été des années très très intéressantes dans mon apprentissage du développement économique, puisque on a beaucoup accompagné, on avait un enjeu à accompagner des porteurs de projets sur leur développement commercial, leur stratégie de développement. Et donc c'était hyper intéressant sur des publics plutôt entrepreneurs individuels, mais qui avaient besoin de mise en lien, qui avaient besoin de coopérer avec d'autres. Et donc, une partie de mes missions ensuite à la BGE, ça a été justement d'animer ce réseau d'entrepreneurs qu'il y avait à la BGE. C'était plus de 300 entrepreneurs qu'on animait, là encore, sur différents formats, avec un objectif de la convivialité, des échanges pour créer de la coopération et des relations entre entrepreneurs. Avec les fameux petits déjeuners de la BGE. Exactement. C'est sûrement à ça que tu faisais référence tout à l'heure en parlant de petit déjeuner. Exactement. Nous, on s'est rencontrés notamment sur un temps d'animation, puisque tu as animé une réunion à l'époque où je me questionnais sur la création d'une auto-entreprise. Il y avait une réunion d'accueil qui avait été proposée par la BGE, à laquelle j'avais participé. Et je me souviens de l'énergie avec laquelle, en effet, tu avais animé ce moment, avec des gens très différents, des projets très différents. Et j'avais trouvé ça plutôt chouette. Et voilà, c'est un des moments dont je me souviens dans notre relation. On ne se connaît pas très bien, je précise aux auditeurs, auditrices. Mais voilà, je me souviens de ce moment-là à la BGE. Nous sommes à l'IRESA à Angers. Est-ce que tu peux nous présenter la structure et comment est-ce que tu es arrivé à ce poste ? Quel chemin, quel enjeu peut-être est-ce que ça a été pour toi ? Peut-être un challenge d'endosser des fonctions de direction. Voilà. Donc l'IRESA, c'est l'inter-réseau de l'économie sociale et solidaire en Anjou. C'est un réseau qui a été créé en 2005 à Angers par plusieurs structures, plusieurs dirigeants de structures de l'ESS, des chercheurs, des syndicats. Et ce réseau, depuis 2005, il a pour vocation à faire en sorte de promouvoir l'économie sociale et solidaire, de faire reconnaître l'ESS auprès des différents acteurs économiques du territoire et des acteurs publics. Et puis, il a aussi pour vocation, puisqu'il est riche et varié, de faire se connaître tous ces acteurs qui peuvent être des associations, des coopératives, des mutuelles, des sociétés commerciales de l'ESS. Et donc, depuis bientôt maintenant 20 ans, l'IRESA a cette fonction de mettre en lien et tous ces acteurs de l'ESS avec l'écosystème local à l'échelle du Maine-et-Loire. Donc voilà, et puis je suis arrivé à l'IRESA en février 2021. J'étais avant d'être à l'IRESA membre du conseil d'administration de l'IRESA, puisque je représentais la BGE au conseil d'administration de l'IRESA. Et puis, je ne sais pas si c'est intéressant de le dire, mais pour la petite histoire, quand l'IRESA a communiqué sur le poste de coordinateur qu'il cherchait à pourvoir, moi, en tant que bon administrateur, j'ai relayé cette annonce à mon réseau, et un jour, devant l'école, un parent d'élève me dit « j'ai vu ton annonce, c'est vachement bien comme poste, il y a telle mission, telle mission, telle mission ».
Moi, je ne m'étais pas mis dans l'optique de changer de job. Et je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, tu as raison, il est pas mal ce poste. Et puis, du coup, j'ai postulé un peu naturellement à l'IRESA. Alors, le passage d'être administrateur au rôle de directeur, est-ce que c'est un grand écart? Est-ce que ça a été une suite logique? Voilà, c'est quoi d'arriver dans un nouvel habit, entre guillemets, dans une structure qu'on connaît déjà? L'avantage, c'est que je connaissais déjà la structure, je la connaissais un petit peu. Quand on est administrateur à l'IRESA, évidemment qu'on est informé et on prend des décisions, on est amené à prendre des décisions stratégiques. Mais sur le côté opérationnel, c'était un peu plus lointain pour moi. Et donc, j'avais un atout, c'est de connaître bien le territoire, connaître bien les acteurs, parce que ça faisait longtemps que j'étais dans cet écosystème. Puis j'avais un challenge, c'était effectivement de découvrir cette mission de coordination, de direction que je n'avais pas occupée auparavant dans mes précédents postes. Alors justement, si tu dois nous décrire un peu plus précisément, si tu es d'accord, tes missions au quotidien, qu'est-ce que tu peux dire de ce qu'elles sont? Alors moi, mes missions au quotidien, c'est, on va dire, une mission RH, c'est-à-dire d'animer l'équipe de 8 salariés qu'on a aujourd'hui à l'IRESA, coordonner cette équipe pour faire en sorte qu'on puisse mettre en place tous les projets qu'on avait imaginés. Permettre à ces projets de se mettre en œuvre, ça veut dire aussi trouver les financements pour qu'on puisse monter des projets de qualité et de manière sereine. Donc du coup, il y a un gros travail de recherche de financement, de gestion financière, puisque on est sur un modèle économique qu'on appelle souvent hybride, qui mêle des cotisations, des prestations de services, des réponses à des appels à projets avec différents financeurs. Et donc, il y a une espèce de jonglage à faire avec tous ces financements qui me prennent un temps c'est assez important. Il y a l'animation de la vie associative, parce que nous, on est des moyens humains, salariés, au service d'un projet qui est porté par un conseil d'administration. Comme je le disais, à l'IRESA, on a un conseil d'administration d'une 20aine de personnes, dont une 15aine qui sont dirigeants de structures de l'ESS du territoire. Et donc, il y a un enjeu à animer cette vie associative, à leur permettre à ces administrateurs de pouvoir à la fois représenter l'IRESA et à la fois prendre des décisions en ayant toutes les informations nécessaires pour cela. Donc ça, c'est une partie de mes missions. Et puis c'est aussi un mode d'échange de pratiques. Alors j'irai peut-être avec le bureau, c'est que j'ai des administrateurs qui sont aussi expérimentés dans la gestion de structures de l'ESS. Et c'est aussi des moments intéressants pour partager sur la gestion de structures. Et puis la dernière grande mission, c'est d'être en veille et en partenariat sur tout ce qui peut se passer sur le territoire. Alors à la fois à l'échelle du Maine-et-Loire et à l'échelle locale, je suis beaucoup en lien avec les collectivités territoriales, avec les acteurs économiques classiques, et puis en veille aussi sur les évolutions réglementaires ou les évolutions liées à l'ESS à l'échelle nationale, puisque ça vient aussi parfois alimenter les projets qu'on peut avoir. Est-ce que tu souhaites nous présenter l'équipe un peu plus précisément, éventuellement, savoir qui compose l'équipe des 8 salariés dont tu fais partie? Alors aujourd'hui, on est 8. Par ordre d'arrivée, on va dire Antoine Huchin, qui est aujourd'hui animateur du réseau de l'IRESA et qui s'occupe à la fois de l'animation et de la sensibilisation à l'ESS. Marion Quejo, chargée d'accompagnement et qui porte un certain nombre de dispositifs d'accompagnement à la création d'entreprises à finalité sociale et environnementale, et qui est désormais en charge d'un nouveau dispositif qu'on met en place à l'IRESA qui s'appelle la Fabrique Initiative, qui est un dispositif qui permet d'étudier des solutions en réponse à des enjeux sociaux et environnementaux. Et cette étude de solutions, elle se fait de manière collective avec des citoyens, avec des collectivités, avec des entrepreneurs. Et nous, on vient coordonner et faire réfléchir sur ces problématiques. Sophie Giraudot, qui est chef de projet tiers-lieu chez nous, puisqu'on a un projet de tiers-lieu dédié à l'économie sociale et solidaire et à l'économie locale, qu'on espère voir apparaître sur Angers
aux horizons 2027 sur le territoire de Belle-Beille et qui aura vocation à être un tiers-lieu à l'échelle départementale et être une vitrine de ce que peut promouvoir et faire l'ESS en termes d'innovation sociale, en termes de coopération. Caroline Gaborio, assistante administrative et assistante de gestion et de vie associative, qui fait partie des plus anciennes. Caroline, avant d'être embauchée en direct à l'IRESA, elle était embauchée par un groupement d'employeurs qu'on a porté avec l'IRESA qui s'appelle le GESS 49 et désormais on l'embauche en direct, mais ce groupement d'employeurs il existe toujours. Catherine Alro, responsable communication, qui est venue apporter sa patte là depuis le mois de janvier sur son expertise en termes de communication, parce qu'on a des gros enjeux à venir communiquer à la fois sur nos actions, mais surtout à mettre en valeur les actions de nos adhérents et de montrer la plus-value que ça peut avoir pour le territoire. Et donc, elle est responsable communication événementielle. Judith Borbelli, qui est chargée de mission économie circulaire et solidaire, donc qui a des missions autour de la transition écologique pour les structures de l'ESS et qui est en charge d'un événement qui s'appelle les Galeries Recyclettes, qui est assez connu, qui est toujours le premier week-end de décembre, qui rassemble entre 6 à 7 000 personnes autour des acteurs de la seconde main du réemploi solidaire. Donc là, ça sera cette année le 1er décembre. Et puis, notre dernier salarié qui est arrivé, c'est Raphaël Joncheret, qui est en charge de l'incubateur ESS qu'on porte depuis 2 ans, qui a vocation à lancer des entreprises à finalité sociale et environnementale. C'est des accompagnements qui durent 1 an, des accompagnements de projets collectifs qui durent 1 an et qui mixent de l'individuel et du collectif. Et là encore, cette action-là, elle se relance pour la 3e année à partir de la rentrée, là, septembre-octobre. Et donc, les candidatures sont ouvertes. Pour compléter le portrait de l'IRESA, puis ensuite on va venir aux 2 questions qui seront le fil rouge aussi de tous les épisodes de cette 2e saison du réseau de mon réseau, à savoir quelle est ta vision du réseau de manière un peu plus succincte sûrement que dans la saison 1, et surtout quelle est ta vision ou ta proposition de définition de ce qu'est l'ESS. Quelles valeurs, on les comprend à travers la présentation que tu viens de faire, mais quelles sont les valeurs selon toi vraiment principales, majeures de l'IRESA ? Les valeurs, il faut les poser en acte. Hein. N'importe quelle structure peut avoir et afficher plein de valeurs. En tout cas, moi, ce que j'essaye et ce qu'on essaye à l'IRESA de faire, c'est de porter des valeurs d'égalité, des valeurs de solidarité, des valeurs d'altruisme, des valeurs de coopération. C'est vraiment la manière dont on veut fonctionner, mettre les acteurs en coopération et faire en sorte qu'ils puissent travailler ensemble. Évidemment, on n'est pas naïf, il y a de la concurrence entre les structures, mais si on se parle, on peut arriver à des projets intéressants. Puis peut-être un élément qui est personnel, mais qui me semble important, c'est que pour moi, l'ESS, c'est une économie aussi de l'humilité. Il n'y a pas d'homme providentiel ou de femme providentielle qui serait hyper intelligent et qui permettrait de sauver le monde. Tout ce qu'on arrive à faire dans l'ESS, c'est bien parce que c'est porté par des collectifs, c'est porté par des groupes qui vont faire en sorte que on puisse répondre à des problématiques sociales et environnementales. Et je trouve que l'humilité, ça fait partie, en tout cas, de ce qu'on voit, ou ce que j'aperçois beaucoup dans les structures de l'ESS. Ça nous dresse déjà un portrait de l'ESS. En effet, alors ça fera sûrement partie de ta définition, les valeurs que tu viens de nommer, l'ESS au sens vraiment large, au-delà de l'IRESA. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas justement directement sur cette question-là? Selon toi, si tu dois dresser le portrait de l'ESS, quels sont les éléments que tu souhaites retenir et valoriser? L'ESS, il y a une loi qui l'a définie, qui est la loi Hamon de 2014. Je ne vais pas revenir sur les définitions précises, mais elle a permis de poser quand même un certain nombre d'éléments. Auparavant, on était pas mal centré sur les statuts juridiques et qui n'étaient pas forcément satisfaisants, en tout cas qui n'étaient pas complètement complets. Et du coup, effectivement, l'ESS, ça rassemble donc des associations, des coopératives, des mutuelles, des sociétés commerciales de l'ESS, des fondations. Et je dirais que ça essaye de mettre en œuvre
trois grands principes. Principe démocratique, on parle souvent de crise démocratique dans notre société. L'ESS, on essaye au quotidien de faire vivre la démocratie avec des projets collectifs, avec des votes en assemblée générale d'entreprise, en assemblée générale d'associations, en assemblée générale de mutuelles. On fait vivre la citoyenneté de chacun des parties prenantes. Et donc ça, c'est un aspect qui est important. L'utilité sociale, évidemment, c'est le cœur, c'est ça qu'on recherche dans les projets ESS, c'est de répondre à des problématiques sociales et environnementales et d'y trouver des solutions. Et la priorité, ce n'est pas de faire des bénéfices, c'est vraiment d'aller résoudre ces problématiques sociales et environnementales. Donc c'est ça aussi qui fait la spécificité de l'ESS. Et puis le troisième point, c'est le partage de la richesse. Là encore, je disais, il faut faire des bénéfices, il faut avoir des modèles économiques qui soient évidemment équilibrés et excédentaires pour pouvoir se renouveler, pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir investir. Mais la seule chose, c'est que ces bénéfices, ils sont réinjectés dans le projet. Ils ne sont pas reversés à des actionnaires, ils ne sont pas reversés à des salariés exclusivement. Et donc, ces bénéfices, ils sont à la fois encadrés et reversés sur le projet. Et de manière peut-être plus sensible ou poétique, je vais peut-être un peu loin, hein, mais est-ce que toi, tu as un regard ou une intention peut-être pour le devenir de l'ESS ? Ça pourrait ou ça devrait devenir quoi selon toi ? Alors, on va dire que l'ESS, avec la loi 2014, a permis la reconnaissance de l'ESS. On est reconnu comme des acteurs de l'économie. Ça, c'est bien, c'est un premier point. Maintenant, il faut passer à son développement. Et on voit bien que l'ESS, on a une bonne visibilité, je trouve, plutôt à l'échelle locale, sur les territoires, à l'échelle départementale, à l'échelle locale. On est connu, reconnu avec les acteurs. Peut-être moins à l'échelle nationale. Et ça fait partie des ambitions qu'on pourrait avoir. Certains disent que l'ESS doit être la norme de l'économie de demain. On en est peut-être un peu loin aujourd'hui, mais en attendant, par rapport à toutes les problématiques d'augmentation des inégalités, de partage de valeurs dont on a parlé tout à l'heure, de partage de pouvoir, de citoyenneté, on voit bien que l'ESS est en avance, en tout cas prône et met en œuvre un certain nombre de principes qui commencent à être regardés de près par, on va dire, l'économie dite classique. Donc je pense que ça fait partie aussi des enjeux d'affirmer notre place et puis de montrer ce qu'on sait faire. Est-ce que tu souhaites rajouter des éléments de définition de l'ESS pour toi, Simon, ou est-ce que déjà ça te paraît pas mal ? Alors peut-être rajouter juste un élément parfois dans les stéréotypes de l'ESS. Alors l'ESS, c'est 10% de l'emploi privé en France. Sur l'échelle du Maine-et-Loire, on est à 14% de l'emploi privé, donc c'est une économie qui est vraiment très importante notamment en termes d'emploi sur les territoires. C'est des emplois qui sont non délocalisables au cœur des différents territoires. Peut-être parfois dans les stéréotypes qu'on peut avoir, on entend souvent que l'ESS et notamment les associations sont des associations subventionnées sous perfusion des collectivités publiques. Bon, je sais pas si c'est important de le dire ici, mais il faut quand même rappeler que, et là il y a des chiffres récents avant le quoi qu'il en coûte de 2020 et du Covid, qu'en 2019, l'État, au niveau de l'État en tout cas, l'État versait 15 à 20 fois plus d'aides sous forme d'exonération fiscale ou d'exonération sociale ou d'aide aux subventions aux entreprises classiques qu'à l'ESS. Donc quand on dit que l'ESS est sous perfusion ou les associations sont sous perfusion, on pourrait plutôt dire que c'est le capitalisme qui est sous perfusion de l'État à travers ces aides-là. Merci Simon pour cette présentation de l'ESS, qui sera complétée au fur et à mesure des épisodes. Je la donnerai à entendre à chacune, et puis chacun viendra la compléter à sa manière. Pour rester dans l'ADN du podcast Le Réseau de mon réseau, et pour conclure cette émission, puisqu'on est sur la fin de notre rencontre, de notre échange, quelle est ta vision du réseau ? Alors tu en as parlé un petit peu, on a entendu des choses, mais si tu devais à ta manière à nouveau le définir, en quoi c'est important, comment est-ce que ça fonctionne, comment l'entretenir, comment l'alimenter, sans tomber dans la caricature justement aussi qu'on fait parfois du réseautage avec les poignées de main, avec les soirées mondaines, etc. Comment ça marche pour toi le réseau et comment ça pourrait marcher encore mieux ? Pour moi, le réseau, je vais reprendre ce qui a été dit par pas mal d'athlètes aux Jeux Olympiques. Le réseau, ça me fait kiffer. Je kiffe l'ambiance des réseaux, je kiffe mettre en réseau et mettre en lien. Je prends énormément de plaisir
à mettre en relation des personnes pour qu'ils puissent éventuellement coopérer, travailler ensemble, etc. C'est vraiment, ça fait vraiment partie de mes plaisirs du quotidien. Chaque jour, je peux mettre en relation 4, 5, 10 personnes et c'est vraiment une forme de satisfaction que j'y retrouve. Et pour moi, la dynamique de réseau, tu as évoqué des postures qui pourraient être intéressées. Moi, pour le coup, elle est complètement désintéressée. Elle est désintéressée à titre personnel, mais elle est intéressée pour faire vivre des coopérations. Et c'est vraiment ce qui m'épanouit vraiment au quotidien, de pouvoir se dire, ah bah tiens, là, on va faire en sorte que tel ou tel acteur va pouvoir aller faire du lien avec tel autre. Ils ne se seraient pas forcément rencontrés dans la vraie vie. Et nous, bah, on va réussir. Et ça, je le partage avec un certain nombre avec l'ensemble de mes collègues et administrateurs. C'est vraiment mettre en lien, quelles que soient les formes. Et du coup, c'est très enrichissant parce que si on reste dans des réseaux de l'entre-soi, bah, on va pouvoir effectivement se partager des choses qu'on partage collectivement. Ça, c'est intéressant parce que ça vient alimenter, etc. Mais l'enjeu aussi, c'est d'aller dans des réseaux sur lesquels on est peut-être moins à l'aise et d'aller rencontrer aussi des gens sur lesquels on n'aurait peut-être pas été d'un premier abord et découvrir la richesse des uns et des autres. Et ça, moi, c'est vraiment, en tout cas, ça que j'aime faire, c'est-à-dire me pousser et me forcer à aller aussi à la rencontre de personnes ou de structures qui ne sont pas forcément dans mon cercle, on va dire, qui ne seraient pas forcément dans mon cercle proche. Ce qui est intéressant dans la dynamique de réseau, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est effectivement de pouvoir sortir de ces sentiers battus ou sortir d'un cadre de confort qui est intéressant. On a pas mal parlé de valeurs et je tiens vraiment à redire que les valeurs, elles ne sont pas propres à l'ESS. Il y a plein de réseaux d'entreprises classiques qui se développent et d'entrepreneurs qui ont des valeurs qui peuvent se rapprocher de ce qu'on met en avant du côté de l'ESS. Et ça, je trouve que c'est vraiment justement intéressant d'aller montrer aux entreprises classiques ce que l'ESS peut leur apporter. Et ça se fait vraiment dans des dynamiques de réseau. Aujourd'hui, il y a énormément de typologies de réseaux. Voilà. Merci beaucoup Simon d'avoir réussi à juxtaposer donc ces deux thématiques, celle du réseau et celle de l'ESS. Je trouve qu'elles vont plutôt bien ensemble. Je suis conforté dans mon choix de thématique pour la saison 2. Nous arrivons déjà à la fin de notre entretien. Avant ma petite conclusion, j'aimerais que tu me parles de la personne B que tu as choisie, une personne que tu considères, comme je le disais en introduction, inspirante et puis incarnant parfaitement la thématique de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que tu peux nous présenter cette personne B? Qui est-elle? Et pourquoi cette personne? Alors la personne B que j'ai choisie, c'est Françoise Charles. On pourrait penser que je l'ai choisie parce que c'est la personne que j'ai remplacée à l'IRESA en 2021, mais en fait non. Je l'ai choisie en tant que personne B parce que pour moi, elle est à la fois inspirante dans le parcours qu'elle a et le parcours professionnel qu'elle a. Elle est à la fois inspirante dans ses postures de réseau et sa manière, et ces postures que je partage aussi avec elle, d'être toujours hyper positive dans la mise en lien, d'être toujours dans cette recherche de mise en lien. Et du coup, je l'ai choisie parce que, en fait, Françoise Charles, quand je suis rentré de Paris, c'est la personne que j'ai été voir à l'IRESA à l'époque. Elle était seule salariée et c'est la personne que j'ai été voir parce que je cherchais du boulot. Et en fait, elle a joué ce rôle de mise en réseau et m'a mis en lien avec un certain nombre d'acteurs de l'ESS du territoire. J'ai suivi ces mises en lien, j'ai été rencontrer ces acteurs et c'est ça qui m'a permis ensuite de faire toutes les expériences professionnelles que j'ai eues. Et donc voilà, elle a été la première personne qui m'a permis d'être en lien avec des acteurs du territoire. Et le hasard fait que 10 ans après, je me retrouve à la remplacer sur ses missions à l'IRESA. Et aujourd'hui, elle a développé pas mal de nouveaux projets. Elle est devenue entrepreneur aussi. Donc ça, c'est aussi des choses qui me marquent. Donc c'est pour ça que je trouvais intéressant d'aller partager avec elle ton émission. Si tu avais un message à lui passer, en lui parlant directement, ça donnerait quoi?
Écoute Françoise, je suis très content de te partager ce témoin de ce podcast. Je suis persuadé que tu vas, de par ton témoignage et ton parcours, inspirer pas mal d'auditeurs. Et donc moi, je suis ravi d'être dans ton réseau et de faire partie de ton réseau parce que, comme je l'ai dit dans l'émission, je pense vraiment qu'on partage une manière de faire et une manière d'être qui permet la mise en lien. Merci Simon, un grand merci même pour tout ce que tu viens de partager au micro de Parole et compagnie. Merci d'avoir accepté avec enthousiasme de donner de la voix pour causer ESS, et puis merci aussi d'avoir accepté d'ouvrir ton réseau à nos auditeurs et auditrices, parce que tu ne l'ouvres pas qu'à moi bien sûr, tu l'ouvres surtout aux auditeurs et auditrices du podcast. Je suis impatient de mon côté de continuer cette grande enquête entre guillemets, en allant à la rencontre de celles et ceux qui vont te succéder à ce micro au fil des semaines, des mois, je ne sais pas du tout la temporalité de l'enregistrement de cette saison 2. Quoi qu'il en soit, longue vie à l'IRESA, et à toutes celles et tous ceux qui la composent, à celles qui viendront l'enrichir de leur talent prochainement, peut-être à la suite de cet épisode, qui sait, ça va peut-être déclencher des vocations, en tout cas l'envie de venir adhérer. Simon, bonne continuation, au plaisir de nouvelles rencontres ensemble, et de nouveaux échanges, et de nouveaux projets peut-être. Quant à vous, chers auditeurs, chères auditrices, puisque vous êtes allés jusqu'au bout de cet épisode, merci d'avoir écouté, de nous avoir écouté, d'avoir écouté Simon et accueilli Simon tout simplement. Et surtout, merci pour vos retours et vos partages à venir. Merci de donner de la visibilité à ce podcast et à ses invités surtout. Vous venez d'écouter une production Parole et compagnie. Parole et compagnie, c'est un petit média indépendant artisanal à caractère social. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux et sur internet pour découvrir d'autres épisodes ou bien découvrir d'autres formats de cette collection de créations sonores et sensibles pour nourrir le lien social. Est-ce que Simon, tu as un mot de la fin ? C'est parfait. Merci Vincent, merci de m'avoir invité. C'était très enrichissant. Merci à toi, à très bientôt et à bientôt pour l'épisode 2 du réseau de mon réseau. Une production Parole et compagnie.